Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette cérémonie de remise des prix du concours de nouvelles 2021 que je déclare ouverte. Donc je suis Gustave Pellier, le président de Plume, l'association qui a organisé ce concours de nouvelles aux côtés de l'ingénieur du monde, qui est représenté par Hélène à mes côtés. Pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait avec l'association, en dehors du concours de nouvelles auquel vous avez participé, on fait aussi un concours de poésie au semestre de printemps et des ateliers d'écriture qui sont animés par deux filles géniales de l'association et des book clubs. On est aussi en train d'écrire une pièce de théâtre. On fait en gros pas mal de trucs autour de la littérature. Et donc aux côtés d'Ingénieurs du Monde, on a organisé ce concours de nouvelles. Et je vais peut-être laisser la parole à Hélène pour nous expliquer un peu pourquoi Ingénieurs du Monde est dans ce concours. Qu'est-ce que vous faites en dehors de ce concours aussi? Alors bonjour, comme l'a dit Gustave, donc mon nom c'est Hélène Stefanelli. Je m'occupe de la partie journal d'Ingénieurs du Monde, idem pour les intimes. Alors ce qu'on fait à Ingénieurs du Monde, c'est qu'on travaille sur la coopération au développement durable à l'international. Donc on est plus axé sur l'aspect social du développement durable et notre activité principale, c'est de proposer des stages dans le monde entier en coopération avec des partenaires locaux. Donc ça, c'est notre activité principale. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis la responsable du pôle journal d'IDM. Parce qu'en fait, à côté donc, de ces stages, on propose aussi un journal qui s'appelle Chronique du Monde. Et avec plusieurs journalistes, d'étudiants de l'EPFL, qui sont nos journalistes, donc on propose ce journal. Et on est donc intéressé plus globalement par l'écriture. Les articles que l'on propose sont donc sur l'actualité, donc ce n'est pas de la fiction. Et donc on s'est dit que pourquoi ne pas travailler avec Plume, qui justement est une association d'écriture, pour un peu tester de nouvelles choses, sortir de notre zone de confort, etc. Et donc on a décidé de travailler ensemble ce semestre-là sur l'élaboration d'un concours de nouvelles, sur le thème de l'océan. Alors ce thème, il est ressorti, c'est celui qu'on avait proposé aux membres de nos associations de voter pour les différents thèmes. Donc l'océan, c'est le thème qui est ressorti. Et pourquoi un concours de nouvelles? Alors comme l'a dit Gustave, ils font à Plume, vous avez fait un concours de poésie si je ne me trompe pas. On a déjà fait 2 éditions du concours de poésie et on avait déjà pour ambition de faire le concours de nouvelles ce semestre-là. Et vraiment au tout début du semestre, tu m'as envoyé cet email comme quoi tu voulais faire un concours d'écriture, donc ça tombait très bien. Exactement. Et moi j'avais besoin un peu de renfort pour organiser ça, donc ça tombait parfaitement. Voilà. En plus, le format du concours de nouvelles était plutôt bien choisi, parce que comme ça reste suffisamment court, tout en élargissant le format poème, le format haïku que vous aviez fait. C'est vrai qu'il y a plus de matière avec les nouvelles, ouais. Et donc, le concours a eu un grand succès parce qu'on s'attendait qu'à une vingtaine de nouvelles et au final, on a eu 41, je crois. 40, tout pile. Et en plus de très bonne qualité, ça a été assez difficile pour les membres de jury de départager les gagnants du concours. Et donc, voilà pour la présentation. Des nouvelles de très bonne qualité, 40 nouvelles. Voilà. Mais je pense que les gens ici sont un peu là pour savoir les lauréats en fait, parce que ça reste un concours. Et je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Donc, je vais vous révéler tout de suite le 3e prix. Alors, il faut savoir que les nouvelles lauréates sont disponibles via un QR code qui va s'afficher bientôt sur le stream et vous pouvez les retrouver sur notre site web juste après. Donc, pour le 3e prix du concours de nouvelles 2021, la gagnante est Sophie Rivara avec Traversée. C'est drôle parce que Sophie Rivara, elle a déjà gagné les 2 premiers concours de poésie, donc elle est un peu coutumière du fait. Et là, les lauréats ne sont pas avec nous parce qu'ils ne sont pas prévenus. Donc si Sophie, tu es dans le chat, bravo. Si tu regardes la cérémonie, bravo. Et on va ensuite écouter cette nouvelle qui va être lue par Alexia Tsanga, qui est comédienne. Du coup, bonsoir à tous. Donc, je vais vous lire Traversée de Sophie Rivara. Du coup, bravo. Alors. Elle a fixé le bleu sombre et irisé sur lequel se reflétait le soleil. La sensation est partie quelque part en elle, comme un picotement d'abord,
puis un ruissellement sourd, diffus, qui montait, grandissait, s'immisçait partout. Une cascade d'elle ne savait trop quoi. Les images dansaient dans sa tête. Osera-t-elle franchir le pas? Et si ça se passait mal? Grande inspiration, elle garde l'air dans ses poumons, elle tremble en pensant à l'autre côté. Elle en a envie, elle le sent, mais avant l'autre bord, il y aura la traversée. Dilemme colossal. L'appel du large face à la peur de l'inconnu. Contracter le diaphragme, expirer, se remplir de vide et être soulagé. L'autre rive l'attend, mais il aura la traversée. Inspirer, plus vite cette fois, besoin d'air, expirer en toute hâte. Il y a la traversée. Inspirer encore, beaucoup, trop, la traversée, inspirer, plus le temps d'expirer, la traversée. Des tremblements, de l'eau salée en désordre sur ses joues. La traversée. Haleter, trop d'air, traversée, panique, angoisse, traversée, noir. Ça va? Ce n'est plus le bleu qu'elle voit, elle fixe le noir. Profond, impénétrable. Je crois que j'ai peur. Submergée, elle referme les yeux et convoque encore les images. Des fragments de mémoire, des sensations presque, la traversée. Il y a eu le départ, l'euphorie, les premiers bords, puis l'arrivée du mal de mer. Cette impression diffuse que la nausée ne la quitterait plus jamais. Puis un cri, dauphin, et le mal de mer de disparaître, éclipsé dans l'esprit et le corps tout entier dédié à l'observation des mammifères marins. Un spectacle à l'improviste, terminé tout soudain. Reste le souvenir des sauts devant le soleil couchant et l'adrénaline qui reflue une fois les dauphins disparus. Et le mal de mer de revenir, mais comme atténué, la mer la gagne petit à petit. Il y a eu les phares qui se succédaient le long des côtes, arborant chacun un pyjama distinct. Le soir, compter les éclats, suivre les alignements de clochers, de bouées, la danse des lampadaires comme seul guide dans l'obscurité. Les premières nuits à bord au rythme de la lune. Ancre, réveil, chenal, écluse, navigation côtière, s'habituer à la cabine, au craquement, à l'espace restreint. Dernier avitaillement. Entre excitation, doute, peur et impatience, elle foule une dernière fois le quai flottant, elle embarque. On largue les amarres. Cap, ouest, l'Atlantique. Premier soir sur l'océan. Un grain. Panne de pilote automatique, la drisse de génois qui lâche. Réparation, monter au mât à l'aube pendant une accalmie et se dire qu'après ça, rien n'aura raison de nous. C'était la première nuit. Nous n'étions pas prêts. Faut-il renoncer sous prétexte qu'on n'est pas à la hauteur? Ou bien peut-on s'élancer et voir tout simplement ce que ça donne? Le reste s'entremêle, lambeau de mémoire, la traversée. Une goutte qui s'écrase sur sa joue, la condensation. Tout est moite, il n'y a pas eu assez de soleil pour sécher les sacs de couchage. Le bateau s'écrase au creux d'une vague, fracas. Se rendormir au plus vite pour repousser la nausée qui monte, saletant. Les nuits décousues, elle ne sait plus quand le réveil sonne, on se relaye dans le carré à veiller. De jour en jour et de quart en quart, elle apprivoise les manœuvres, les alarmes, les radars. On crée une routine parsemée de surprises. Orage nocturne, tout le monde sur le quai. Prendre un riz, enrouler le génois et retourner se coucher comme si de rien n'était. Empannage impromptu, petit vent de panique. Le livre de bord se remplit d'anecdotes. Ce matin-là, envie d'avancer. Garder le cap malgré la gîte. Faire contrepoids comme on peut. Chaque mile compte. Petite impression de régate, la soif de confort étanchée par le plaisir du jeu. Mer d'huile, 3 jours. La grosse molle met en exergue le vide environnant. Vaste étendue de rien, et nous, plantés là au milieu, avec notre coquille de noix, nos rêves, nos craintes et nos joies. Et si ça s'avérait décevant, trop banal, si ce qu'on cherche vraiment n'existait tout simplement pas,
ou pas là? Comment savoir si cet ailleurs sera le bon? Encore un grain en perspective. Matin humide, houle conséquente. Froid qui transperce. Rien ne peut vraiment nous préparer à demain. Leçon de voile, leçon de vie. Le vent ne faiblit pas. La fatigue gagne tous les muscles. On commence à grelotter. Le soleil voilé ne réchauffe plus nos peaux gercées. Vague après vague, une croûte de sel s'est formée sur nos visages. Ça brûle un peu parfois. On se sent étrangement vivant sous ces carcans salants. Claquement de dents, transit de froid, rapprochement, il faut bien se réchauffer. Étreinte étonnante, intimité de circonstance. Au beau milieu de ce périple qu'on a choisi, la stupeur de faire face à l'inconnu. Le soir au crépuscule, le brouillard monte. L'humidité envahit chaque recoin, sature chaque parcelle d'air. Encroûtés dans nos vies éphémères de marins solitaires. Une voix étouffée passe par la trappe avant, repas au chaud dans le carré. Un thé, le réconfort. De l'empathie, de la douceur dans cette promiscuité extrême. Réaliser qu'on a choisi d'embarquer sans vraiment savoir ce qui nous attendait. Ressortir, observer les étoiles. Évoquer la magie de l'aventure. Monter d'angoisse et de plaisir, le sel de ses larmes vient se mêler à celui de la mer. Est-ce que ça peut être beau sans faire mal? Est-ce qu'on doit se rendre vulnérable pour pouvoir ressentir ses émotions pleinement? Souffrir au moins un peu pour se sentir tellement vivant? Face au vent, se sentir exister dans les rafales. Face au vent, transpercer de toutes parts, les éléments déchaînés pour nous dire qu'on n'est rien. Face au vent, penser au monde, à l'univers, à tellement tout qu'on ne pense plus à rien. Face au vent. De frissons en étreinte. Sentir la passion naître et refluer, être déboussolé. Que de beaux souvenirs, forts, durs, qui lacèrent. La plénitude ne s'offre pas sans risque. Cap plein ouest. Ça semblait si facile. Des lumières au loin, scintillant dans la brume. Chaque gouttelette d'eau reflète un monde qu'on redécouvre. Derrière les nuages, la côte ou le vide? Un rayon de soleil ou un phare? Lumière distordue dans l'aube grisonnante. Toucherait-on au but enfin? Déjà, le souhaite-t-on vraiment? Tu penses à quoi? Irruption dans son monde, la brume se dissipe, elle ouvre les yeux et se perd dans les siens. La pupille intense brille légèrement. Le noir au milieu du grand bleu. L'océan qui l'appelle, son souffle doux sur sa peau, comme une brise matinale prête à s'engouffrer dans la voilure. Il sourit, elle aussi semble-t-il. Sa main s'avance, cap sur sa joue. Un picotement à nouveau, plus serein. Elle a choisi, enfin. Elle dissout ses pensées et laisse le vague à l'âme les emporter. Elle sait que ça lui fera mal parfois. Elle a décidé que ça en vaudrait quand même la peine. Elle se laisse dériver vers lui, il l'accueille dans ses bras. La traversée. Merci beaucoup Alexia pour cette lecture. Bon, il faut savoir que cette nouvelle a été, ce troisième prix du concours nouvelle a en fait été très disputé. Moi j'ai pu assister aux discussions du jury. Il y avait une hésitation entre 4, 5 nouvelles et c'est elle qui a gagné, donc bravo à Sophie Rivara. Et il vous en parlera mieux que moi, je vais appeler Paul Bagour qui est membre du jury. Il va vous expliquer un petit peu les choix, pourquoi cette nouvelle plutôt qu'une autre et surtout quelles sont les forces de cette nouvelle. Paul, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Comme on a pu l'entendre, on est bien dans le thème de l'océan. Cette nouvelle de Sophie Rivara, dont le titre est Traversée, raconte de manière métaphorique les épopées qui mènent à la rencontre de l'autre, et plus particulièrement d'une rencontre amoureuse. Parsemées de questionnements et d'aphorismes, les difficultés rencontrées par la narratrice sont l'incertitude, le manque de visibilité et la navigation sentimentale face à des émotions d'apparence contradictoires. La nouvelle se termine finalement par l'accueil dans les bras de l'autre. C'est une nouvelle qui est, selon moi et selon d'autres membres du jury, plus difficile d'accès
à la lecture par son écriture fragmentaire. Le style reprend en fait le processus de prise de notes d'un marin au cours d'une traversée où l'importance de l'information prédomine. Il rappelle aussi le quotidien de la navigation quand se succèdent des manœuvres incessantes. Ce n'est donc pas forcément une lecture en douceur où de liaisons mènent d'une phrase à l'autre comme d'une vague à une autre. Au contraire, cette nouvelle convoque notre âme de marin et nous invite sur le pont imprévisible face aux secousses du bateau, en réveillant peut-être de vieux souvenirs chez les plus marins d'entre nous. Quoi qu'il en soit, ce troisième choix a su séduire le jury par rapport à d'autres excellentes nouvelles qui figurent dans le corpus, comme l'a signalé Gustave, pour sa profondeur, pour l'étendue du vocabulaire maritime et la précision des sensations associées. Pour tout cela, nous avons donc tenu à la féliciter. Merci beaucoup, Paul, pour cette analyse. Je vais laisser la parole à Hélène pour donc annoncer le deuxième prix de ce concours de nouvelles. Hélène, c'est à toi. Moment solennel. Donc, le lauréat ou la lauréate du deuxième prix du concours de nouvelles 2021 est attribué à Guillaume Val avec sa nouvelle Dérive. Alors, comme pour la nouvelle précédente, on va pouvoir écouter Loïc Clerville qui va venir du coup nous lire la nouvelle. Loïc, si tu veux bien. Bonsoir à tous. Du coup, moi je vais vous lire Dérive par Guillaume Val. Ce n'est pas toujours facile. Elle glisse sans cesse entre mes pensées. Jour et nuit, elle s'invite et sans trop d'égard entrave mon cœur, ma tête, mon esprit. Je me livre corps et âme à ses vagues. Je me livre corps et âme à ses envies, car corps et âme ne sont plus rien s'ils ne sont pas siens. Elle ne me donne guère. Ses voluptueuses courbes pour nourrir mes yeux, ses modestes souffles pour calmer nos adieux. Je ne rêve plus de sourire, plus de vivre, seulement de pouvoir la parcourir, encore et encore, sans cesse, jusqu'à ne plus trouver aucune terre sur laquelle mes mains, mes yeux, mes pensées ne se seraient posées. J'avais connu des femmes, mais jamais n'avais-je connu d'aussi mordantes, d'aussi douces, d'aussi farouches et insatiables. Non, non, il n'est pas question ici de regret. D'abord, qu'aurais-je pu regretter? J'ai, de temps à autre, le besoin de me livrer pour expier la peine. Un peu, c'est tout. Ne vous méprenez pas, je l'aime de tout mon cœur et je crois qu'elle aussi m'aime profondément. Simplement, comme il arrive de se sentir seul dans la vie, il m'arrive de me sentir seul dans ses bras aussi. Je n'ose pas le lui dire, par peur de ses tempêtes lorsqu'elle s'énerve, parce qu'elle est impétueuse, sans merci, belle de rage, parce qu'elle a pris mon cœur en esclavage. Mais écoutez seulement une fois sa voix chanter. Écoutez-la, vous soufflez des mots venus d'un autre temps, chantez les échos de milliers de sages. Vous comprendrez alors pourquoi je ne puis m'en séparer. Son parfum, frais et léger, me rappelle celui de ma mère. Jamais ma mère n'a refusé de me porter lorsqu'un peu triste, je m'approchais d'elle, les bras tendus. Elle me hissait haut et fort comme un monument. Elle plongeait son regard dans le mien en riant, puis me serrait contre sa poitrine. Alors, dans le creux tendre de sa nuque, je pouvais sentir les effluves marines de son parfum. Et aujourd'hui, lorsque je me retrouve allongé, là, dans le creux de sa nuque, dans ses bras, dont les caresses coulent sur ma peau pour y laisser des traces de sel aux saveurs délicieuses d'envie, je me laisse porter par les parfums de mon enfance. Je crois tomber malade un peu plus chaque jour, mais elle est là,
depuis 20 ans, et elle me berce de sa voix lorsque j'ai un peu froid. Souvent, je vis en elle comme pour elle, et je lui appartiens, entièrement, complètement. Et peut-être suis-je un peu naïf lorsqu'en échangeant quelques mots avec son regard, je me vois déjà habiter en son sein. Pourtant, elle me laisse parfois me hisser jusqu'à elle. Elle me laisse la toucher, lentement, précieusement, conscient de ces moments d'une délicate rareté. Et à mesure que notre union, toujours plus profond, toujours plus lointain, se dessine en vagues dorées aux éclats enchantés, son buste se froisse, s'étire, s'allonge et se referme. Elle me laisse couler en elle. Elle recouvre mon corps, caresse mes fesses et ma poitrine frêle et abîmée, répare mon cœur désordonné. Elle me laisse l'habiter et j'occupe chaque espace, chaque recoin dans son être, dans son âme. Et dans le tambour fracassant de mon corps contre son corps, je jouis bruyamment de l'amour que j'ai pour elle. J'étais encore jeune quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Je venais de perdre ma mère, 20 ans déjà. Mon père, je ne sais plus. Je ne l'ai pas revu depuis. Il me manque, mais vous savez, parfois, il est des choses que l'on n'explique pas. Celle-ci, je ne me l'explique toujours pas. C'est comme si l'on avait glissé, lentement, millimètre par millimètre, sans trop le remarquer, sans trop le voir. Et soudain, pam, vlan, plus rien, 20 ans passés, disparu à jamais, sans laisser de traces. 20 longues années, sans rien. Seulement elle, Océane. Alors, oui, il m'arrive de pleurer la disparition de ma mère et l'absence de mon père. Oui, il m'arrive d'être seul. Mais si personne n'avait crié, si la toile ne s'était pas froissée, si le bateau ne s'était pas éventré et le râteau pas gonflé, si mon père m'avait retrouvé et ma mère ne s'était pas noyée, Océane, jamais je ne t'aurais rencontré. Mais aujourd'hui, j'aimerais solennellement te demander de me laisser dans tes bras me noyer pour laisser mon vieux radeau dériver. Océane! Océane, 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 océan, océan, océan. Merci beaucoup Loïc pour cette fantastique lecture. Alors je tiens quand même à vous préciser que si vous voulez avoir accès aux nouvelles que l'on lit ce soir, vous pouvez utiliser le QR code qui est sur votre écran normalement. Et si vous voulez y accéder plus tard, elles vont être mises sur la page de Plume sur sur le site de l'EPFL. Donc voilà. Et sur ce, je vais laisser la parole à Erika Fiva, qui va venir nous parler de pourquoi ce choix comme deuxième prix. Alors, il n'a vraiment pas été facile pour nous de départager les deux premières nouvelles. Et les discussions ont eu bon train. Donc Dérive a immédiatement su convaincre l'ensemble du jury, que ce soit le rythme du récit, la richesse du vocabulaire, la fluidité, sont autant d'éléments rassemblés au cœur de cette nouvelle, comme vous avez pu l'entendre, et qui lui permettent de remporter dignement cette deuxième place. Dès le premier paragraphe, on se retrouve emporté dans un univers poétique, sensuel, et au fil de la lecture, la métaphore entre la figure féminine et l'océan se précise jusqu'à ce que ces deux entités deviennent indissociables. Les tempêtes assimilées aux colères de l'être aimé, les vagues inévitablement liées aux courbes voluptueuses de la femme,
amenuise peu à peu les différences entre ces deux figures. On a également les champs lexicaux dédiés à l'une ou l'autre de ces figures qui se confondent petit à petit. Et grâce à ça, Dérive amène le lecteur à plonger dans cet univers marin, dans cette aventure amoureuse, aux côtés du narrateur qui le guide, grâce à plusieurs interpellations disséminées tout au long du texte. Dérive a également beaucoup plu au jury pour son rythme. Donc à mesure que le dénouement approche, le récit s'accélère et le lecteur est tenu en haleine par des phrases courtes, non verbales, ponctuées d'onomatopées. Donc tout ça font vraiment de cette nouvelle une très belle nouvelle. Et enfin, dernier point, donc nous avons récompensé Dérive également pour l'audace de son écriture. Un important travail de style a été réalisé tant sur le fond que sur la forme, sans pour autant perdre en fluidité. Donc félicitations pour cette deuxième place. Merci Erika pour ton explication. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, j'en suis certaine. Le premier prix. Alors, le ou la gagnante du premier prix du concours de nouvelles 2021 est attribué à... Roulement de tambour. Raphaël et sa nouvelle Montrose. Et sur ce, j'accueille Julia Bierran qui va nous lire la nouvelle. Bonsoir, je vais vous lire la nouvelle Montrose par Raphaël. Mes amis, rugit le capitaine. Mes amis, écoutez. Il ouvre ses grandes mains à la peau craquelée par les embruns et les lève vers nous. Ces mains-là ont vu plus de tempêtes qu'il n'y a de coquillages sur les flancs du navire. Dans l'équipage, les mines sont maussades, les épaules tombantes, les regards sombres. Les dernières semaines ont été bien éprouvantes, mais le silence se fait. Le capitaine retient ses mots quelques instants. Il sait nous tenir en haleine. Devant ses pieds se trouve une demi-sphère, large d'1 mètre, dont l'autre moitié est cachée sous la surface du pont. C'est un énorme cristal que nous nommons le cœur. Grâce à l'énergie qu'il contient, le navire avance et la pompe tourne. Cette dernière recrache en permanence les litres d'eau qui s'infiltrent continuellement dans les cales et qui remplissent peu à peu le navire. Sans la pompe, c'est le naufrage. Seulement le cœur est noirci et fissuré. Il n'alimente plus rien. Seul un misérable flux d'énergie s'en échappe encore, à peine suffisant pour empêcher la dérive du navire. Le capitaine reprend la parole. Mes amis, demain est le rose. Demain, l'énergie de l'océan sera absorbée par le cœur et une fois de plus, nous serons sauvés. La pompe et l'hélice fonctionneront à nouveau et chaque jour nous rapproche de l'île. N'oubliez pas l'île. L'océan nous aidera à nouveau, je vous le promets. Le capitaine se tait. Ses mains se referment et viennent se blottir dans les poches de sa vareuse. Un vague applaudissement traverse les premiers rangs. Seuls les plus jeunes sont enthousiastes. Certains ne se rappellent pas de leur dernier rose. Les autres doutent. Depuis plusieurs jours déjà, le capitaine a promis le rose, mais il n'y a que l'océan bleu-noir à perte de vue. Le navire souffre. Dans les cales, l'eau nous arrive jusqu'aux genoux. Si le cœur ne se remet pas très vite à alimenter la pompe, les méduses géantes auront de la compagnie, ou plutôt de la nourriture.
Moi, je ne doute plus. J'ai découvert le secret du capitaine, mais je ne peux en parler à personne. Je descends me coucher. C'est une vraie pataugeoire ici. Mon hamac n'est plus qu'à 1 pied de la surface de l'eau. Si elle monte encore, mais à chaque jour suffit sa peine. Je tombe rapidement dans un sommeil lourd. Les craquements qui viennent de l'intérieur du cœur me bercent. Le rose! Le rose! Un cri strident me réveille en sursaut. Je me redresse comme un ressort et manque de faire basculer mon hamac. Un enfant aux cheveux de jet traverse le dortoir en bondissant dans l'eau. D'une voix surexcitée, il nous répète « Le capitaine avait raison, le rose est là, sauvez !» Évidemment, ai-je envie de lui soupirer. L'équipage s'est agglutiné à la proue. L'air est d'une pureté inouïe. Pas un nuage ne rompt le dégradé qui s'étire de l'horizon jusqu'au sommet du ciel. La lumière rasante du soleil naissant jette sur nos visages des ombres orangées. Au loin, à quelques centaines de mètres, une tache rose apparaît à la surface de l'eau. Tous retiennent leur souffle. Le cristal reprend déjà des couleurs. Les fissures qui parcouraient sa surface hier encore semblent déjà s'estomper. Le vombrissement du moteur se fait moins faible et le navire accélère doucement. Soudain, nous atteignons le rose. La lumière se met à ondoyer autour de nous et nous nimbe d'un bleu doux. L'écume des vagues se teinte de nuances rose crème. L'océan sans fond vomit une nuée de paillettes, d'éclats blancs qui montent vers la coque du navire. C'est somptueux. Malgré moi, je ressens un soulagement puissant devant la beauté du spectacle. Un bonheur brut, sauvage, euphorique s'empare de l'équipage. Je me retourne, m'approche du cœur. Il s'est métamorphosé. La pierre noire et fissurée est devenue une gemme scintillante et translucide dont la surface est agitée d'une sorte de frémissement rosé. Je pose ma main dessus. Il est tiède. Je ne peux retenir un sourire. Un grondement formidable s'empare soudain du navire. C'est la pompe qui, alimentée de toute la puissance nouvelle du cœur, vide les cales à une vitesse fulgurante. Ce soir, nous dormirons au sec. J'entends le garçon aux cheveux jais chanter, en sautillant autour d'une fille brune et radieuse. « Nous allons trouver l'île! Nous allons trouver l'île !» Le capitaine s'approche à pas de loup, soulève le garçon dans ses bras, le fait tournoyer en l'air. « Eh oui, petit, grogne-t-il, le cœur est empli comme un soleil, l'île est à nous. Elle se cache encore, mais plus pour longtemps. » J'ai envie de tirer le capitaine par la manche et de lui dire « Je sais, moi, j'ai compris. » Les semaines qui suivent sont pleines de gaieté. Chaque soir, l'équipage danse et fête. La pêche est plus fructueuse que jamais, les algues les plus tendres viennent se jeter dans nos filets. Le navire avance à pleine allure. Ainsi, le moral est au plus haut. Ils sont tous convaincus que l'île n'est plus qu'à quelques mois de navigation. 1 an, tout au plus. Le capitaine aussi est radieux. Durant la journée. Le soir, quand la lune prend avec prudence la place du soleil, il s'assoit devant le cœur et plonge son visage entre ses grosses mains. Je le sais car il m'arrive de m'allonger contre le bastingage pour observer les étoiles. Le capitaine n'a jamais remarqué ma présence. Mais cette nuit, il me semble plus abattu que jamais. Je crois même l'entendre pleurer. Alors, prise d'une envie subite, je me lève, avance doucement dans son dos. « Héléna, je me demandais quand tu allais oser, oiseau nocturne, » murmure le capitaine. « Vous m'aviez vu ? Je suis maître de ce bateau depuis des décennies. Chacune de ces oscillations me parle. Il m'invite à approcher. Ta compagnie silencieuse ne m'a jamais dérangé, mais je suis curieux. Que veux-tu me dire ce soir ? J'ai compris, capitaine. Il est vers moi de grands yeux aux prunelles noircies par la nuit. Son regard est indéfinissable. Tu as tout compris ?
J'ai la tête dans les étoiles, quand les autres regardent l'horizon. Il hoche la tête, puis me sourit. Tu es trop intelligente pour rester bêtement satisfaite, toi. Je ne tiens plus. J'ai compris le mouvement du navire grâce à la position des constellations. Chaque fois que nous atteignons le rose, nous sommes au même point. C'est-à-dire tous les 3 ans. Nous n'atteindrons jamais l'île, car nous tournons en rond, n'est-ce pas? Le capitaine acquiesce. Oui. Il hésite, cherche ses mots, et puis libéré soudainement d'un invisible bâillon, il se laisse aller. Le rose n'est rien. Ça n'est pas la bénédiction de l'océan. Le rose, c'est le sommet d'une montagne immergée, qu'on appelait le mont Rose. Sa cime affleure la surface de l'océan. La montagne, sous l'eau, est si froide que son sommet est couvert de glace. C'est ce qui la rend si belle quand le soleil du matin l'éclaire en diagonale. Tous les 3 ans, je ramène le navire ici, pour ce moment. Je lui demande à mi-voix. Il n'y a même pas d'île alors? Ses mains se tordent. Il me semble presque honteux. Je n'en ai jamais vu. Mais alors, à quoi rime tout cela? Pourquoi ne pas rester éternellement au-dessus du mont Rose? Le cœur serait alimenté en permanence. Le voyage n'a aucun sens. Tu n'as pas tout compris, ma petite. Le cœur ne tire pas son énergie du rose. Il tire sa puissance des hommes qui habitent le navire. Quand le navire traverse le rose, les hommes reprennent espoir car ils croient que le rose les sauve. C'est cela qui remplit le cœur, leur espoir. Mais s'il n'y a plus d'île, alors l'espoir final disparaît. Je m'assois à côté de lui. Je ne peux y croire. Vous mentez depuis tant d'années. Si je cesse de promettre, le navire coule. Si l'équipage ne croit plus à l'île, le navire coule. Capitaine, qu'allez-vous faire de moi? Si le secret s'ébruite, j'ai 2 choix. Te jeter à l'océan cette nuit serait le plus sage. Cela protégerait nos vies, ou bien où? Même le meilleur des capitaines doit prendre un jour sa retraite. Veux-tu apprendre à promettre, Helena? Merci beaucoup Julia pour cette belle lecture, pleine de force et d'émotion. Je vais appeler maintenant Nouad Abou Samra, qui est une des membres du jury, qui va vous parler un petit peu de ce choix, en sachant que Nouad a déjà été membre du jury pour des concours de poésie, donc elle est un petit peu habituée. Nouad, je te laisse la parole. Bonsoir. Mon Rose, écrit par Raphaël, est un récit qui raconte l'histoire d'une quête, d'une île qui n'existe probablement pas. Un mensonge qui fait naître l'espoir pour que la vie continue. Raphaël nous emmène sur le navire avec des phrases courtes pour évoquer des personnages et des paysages. Il y a une telle densité dans les mots que nous voyons les sentiments se former et éclore sur les visages. Tout est début. Les mines sont maussades, les épaules tombantes et le regard sombre. Puis la tension tombe et Raphaël nous emporte dans le bleu noir et les couleurs jais pour arriver au bleu doux et au rayon d'un rose écume. Un vrai tableau en mouvement, autant à écouter qu'à imaginer, qu'à rêver. Il y a aussi un jeu assez subtil avec la notion du temps. L'équipage et les 2 enfants le dégustent au présent. Le capitaine navigue de semaine en semaine pour atteindre tous les 3 ans le rose, point de départ et d'arrivée. Il tourne en rond avec un goût d'infini, et quand il demande à Helena « Veux-tu apprendre à promettre ?»
Il nous donne la liberté de répondre à la place d'Elena. Une liberté qui laisse en porte ouverte pour un début ou vers une fin. Bravo Raphaël. Merci beaucoup Nouad pour ces explications, cette analyse. Vous vous en doutez, on s'approche de la fin. Donc déjà, j'aimerais juste encore féliciter les lauréats. Raphaël, Guillaume Val et Sophie Rivara, encore bravo. Et avant de clôturer cette cérémonie, j'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui ont fait que cette cérémonie, oui, mais aussi ce concours a eu lieu. Tout d'abord, évidemment, le jury. Vous avez vu 3 de ses membres. Il y a aussi François Rosset et Virginie Martin qui ne pouvaient être là. Et merci donc à Nouad Abou Samra, à Erika Fiva et Paul Bagour. J'aimerais aussi remercier nos 2 sponsors de ce concours qui permettent à nos lauréats de repartir avec des très beaux lots. Donc merci aux librairies Payot et à la librairie L'Intégrale que vous connaissez bien, qui est au cœur du Rolex, pour ceux qui travaillent un petit peu là-bas. J'aimerais aussi remercier donc les comédiens qui ont lu les textes. Merci et bravo parce que c'était des très belles lectures et des textes pas forcément faciles à lire. Je remercie aussi tous les membres de Plume et d'IDM qui ont participé à ce concours, notamment la communication, mais aussi tous les autres. Voilà. Et j'aimerais aussi remercier l'association Click qui nous a prêté le matériel pour pouvoir rendre cette cérémonie en ligne audible et correcte, dans de bonnes conditions. Et évidemment, bravo aux participants d'avoir simplement participé, car ce concours ne serait pas pareil sans vous. Donc bravo et merci. Voilà. Merci beaucoup. Et pour les participants, malheureusement à cause du Covid, les gagnants plutôt du concours, malheureusement ne sont pas présents avec nous dans la salle vu que vous êtes sur Twitch. Mais du coup, ils vous serez contactés incessamment sous peu pour venir récupérer vos magnifiques lots. Donc voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Twitch ou sur YouTube si vous regardez la rediffusion. Passez une bonne soirée et à la prochaine.